La plupart des débutants voient un bien immobilier commercial et se ruent directement sur le prix affiché. Mais les investisseurs professionnels contournent ça au départ et se posent une question bien plus intelligente. Combien ce bien rapporte-t-il vraiment chaque mois de façon régulière? Et ce simple changement de réflexe vous évite d'acheter des affaires qui semblent rentables, mais qui vous vident discrètement les poches avec le temps. Analyser une opération immobilière commerciale ne demande ni des maths compliquées ni une grande expérience. Les professionnels utilisent une liste de 7 étapes simples pour vérifier si le bien génère de vrais revenus, absorbe les dépenses courantes et satisfait les critères de la banque. Suivez ces étapes dans l'ordre et tout devient plus simple et plus rassurant. Alors allons-y avec des exemples concrets tirés de mes premières opérations. Voici l'idée principale avant de commencer. L'immobilier commercial, c'est comme posséder un petit seau à argent à l'intérieur d'un bâtiment. Les locataires y déposent des pièces de loyer chaque mois, mais les charges courantes, comme les impôts, les assurances, les réparations et la gestion, en retirent des pièces par le bas. Ce qui reste au fond, c'est votre vrai bénéfice qu'on appelle le revenu net d'exploitation ou RNE. Et ce chiffre vous dit tout sur la qualité de l'opération. La plupart des débutants font confiance aux chiffres du vendeur sans les questionner, mais c'est précisément là que se cachent les vrais problèmes. La première étape consiste à regarder le loyer maximum que le bien pourrait générer si tous les espaces étaient occupés aux prix normaux du marché actuel. Cela vous montre s'il y a de l'argent facile à capturer. Prenez l'exemple de mon premier client avec un petit centre commercial. Le vendeur affirmait qu'il devrait rapporter 1,6 million par an en pleine occupation avec les loyers indiqués. Mais ces loyers étaient trop élevés pour le quartier et l'occupation tournait autour de 60%. Donc, en réalité, il ne rentrait qu'environ 1 million. Cet écart de 600 000 était le problème. En baissant les loyers pour les aligner sur ce que le quartier pouvait supporter, il a rapidement rempli plus de locaux et les revenus totaux sont montés à 1,37 million, ce qui signifie un revenu global plus stable, même si le loyer par unité était un peu plus bas. Mais le potentiel locatif maximum ne sert à rien si les charges le dévorent entièrement. La deuxième étape soustrait les coûts normaux de fonctionnement pour obtenir un RNE honnête et réaliste. Ces charges comprennent les impôts fonciers, les assurances, les réparations, l'entretien des parties communes, les charges de copropriété et les frais de gestion qui tournent autour de 5%. Utilisez des chiffres réels tirés de biens similaires et non les estimations basses que vous donne le vendeur. Sur ce même immeuble, le vendeur annonçait des charges de seulement 30 000 € par an. Mais les chiffres réalistes montaient à 45 000 € à cause d'une fuite de toiture imprévue qui a coûté cher et d'une vacance plus élevée que prévu. Donc, avec la vacance réelle, le loyer encaissé était de 80 000 € moins 45 000 de charges, ce qui laissait 35 000 € de RNE, bien moins que ce que le vendeur laissait entendre. Cette analyse honnête m'a évité une très mauvaise acquisition. Maintenant que nous avons le vrai RNE, est-ce que le prix est justifié? La troisième étape utilise le taux de capitalisation pour voir si le prix est cohérent avec les revenus. Le calcul est simple, diviser le RNE par le prix et multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage, puis comparer avec d'autres ventes similaires dans le secteur. Sur mon immeuble, le RNE était de 35 000 € pour un prix demandé de 500 000 €. Donc le taux de capitalisation était de 35 000 divisé par 500 000, soit 7%. Les petits immeubles similaires dans la zone se négociaient autour de 7%, donc ça semblait correct. Mais une petite galerie commerciale que j'avais analysée affichait un RNE de 40 000 € pour un prix de 600 000 €, soit un taux de 6,7%, alors que des biens comparables se vendaient à 8%, ce qui signifiait que le prix était surévalué d'au moins 50 000 €. Le taux de capitalisation détecte les opérations survalorisées très rapidement. Le taux de capitalisation ne tient pas compte du financement. Alors voyons maintenant ce qui rentre vraiment dans votre poche. La quatrième étape montre ce qui vous reste une fois la banque remboursée. La plupart des gens empruntent, donc partez d'un apport réel et d'un taux d'intérêt réaliste. Sur mon immeuble, j'ai apporté 150 000 € en fonds propres et emprunté le reste à 6% d'intérêt avec une mensualité annuelle d'environ 25 000 €, en soustrayant ça aux 35 000 € de RNE. Il reste 10 000 € de flux de trésorerie, divisé par mon apport de 150 000 €. Ça donne environ 6,7% de rendement sur fonds propres, acceptable pour démarrer, mais maintenant je vise entre 8 et 10% après avoir appris à mieux négocier et à réduire les petites charges. La cinquième étape vérifie si le bien couvre facilement le remboursement de l'emprunt. Divisez le RNE par la mensualité annuelle de l'emprunt et les banques veulent au minimum 1,25, ce qui signifie 25% de marge de sécurité. Sur mon immeuble, 35 000 € de RNE divisé par 25 000 € de remboursement donne 1,4.
ce qui est confortable. Un petit entrepôt que j'ai analysé plus tard affichait un RNE de 60 000 € pour un remboursement de 40 000, soit 1,5. Parce que le locataire prenait en charge la majorité des charges, les banques adorent ce profil à risque réduit. La sixième étape examine qui paie le loyer et pour combien de temps ils s'engagent à rester. Les mauvais locataires ou les baux courts créent de gros problèmes, comme des espaces qui se vident soudainement. Une galerie commerciale que j'avais analysée comptait principalement des commerces locaux avec des baux d'1 à 2 ans. Quand 2 sont partis en même temps, le loyer a chuté brutalement. Et la valeur du bien avec lui, je suis passé mon chemin. Les baux longs, avec des révisions de loyer intégrées, maintiennent un flux de trésorerie stable. La septième étape intègre un coussin de sécurité supplémentaire parce que les imprévus arrivent toujours. Tester ce qui se passe si la vacance augmente ou si la facture d'une réparation double. Mon premier immeuble continuait à dégager de la trésorerie, même avec des scénarios plus défavorables. Mais cette galerie commerciale passait dans le rouge très vite. Alors, je suis passé, garder toujours une marge de 10 à 15 % pour traverser les périodes difficiles, l'esprit tranquille. Une dernière chose à mentionner. La fiscalité dans la plupart des pays peut jouer davantage en votre faveur que vous ne le pensez. Beaucoup de pays vous permettent de déduire l'amortissement du bâtiment en plus des intérêts d'emprunt et des charges d'exploitation, ce qui réduit ce que vous devez au fisc sans que vous perdiez de l'argent réellement. Les règles varient selon les pays. Alors, consultez toujours un conseiller fiscal local qui connaît bien votre marché. Les débutants se concentrent sur le prix et l'apparence, les professionnels se concentrent sur un flux de trésorerie régulier qu'ils peuvent faire croître tout en se protégeant des vrais problèmes. Grâce à des chiffres honnêtes et des marges de sécurité, utilisez ces 7 étapes simples et vous commencerez à repérer les bonnes affaires et à éviter les mauvaises surprises comme j'en ai connu au début. Merci d'avoir regardé, likez la vidéo si tout ça vous a semblé clair, abonnez-vous pour d'autres guides simples et on se retrouve très vite.